Bienvenue à Bruxelles, très heureux de vous retrouver devant le plus grand palais de justice du monde. Pour le premier numéro de sa 4e saison, Question à la Une vous propose 2 enquêtes sur le fonctionnement de notre appareil judiciaire. Est-ce à cause de ses yeux bandés qu'elle ne les voit pas? Toujours est-il que Thémis, la déesse de la justice, qui ici a perdu sa balance, ne juge pas des Rwandais pourtant accusés par des témoins directs d'être des génocidaires, alors que par ailleurs, certains pensent que Thémis a parfois tendance à sortir un peu trop vite son épée avant de peser le pour et le contre. 1994, 1 million de morts au Rwanda. 14 ans plus tard, des auteurs de ce génocide seraient-ils réfugiés en Belgique? Ils vivent tranquillement à Bruxelles et dans d'autres villes. Ils bénéficient de l'aide sociale du gouvernement belge. Selon des témoignages accablants, les personnes incriminées, parfois poursuivies en justice, continuent à harceler en Belgique leurs anciennes victimes. Ils te voient, ils te demandent, vous êtes toujours là, vous êtes toujours vivant. Nous avons mené notre propre enquête pour tenter de répondre à la question « Les génocidaires rwandais sont-ils parmi nous ?» Un génocide a fait environ 1 million de morts au Rwanda. C'était il y a 14 ans. La Belgique, ancienne puissance coloniale, a déjà jugé certains responsables de cette abominable boucherie. Ici, aux assises de Bruxelles, 3 procès se sont déjà tenus et un 4e est en préparation. Mais pour autant, on est loin du compte. Des témoins directs de ce terrifiant massacre accusent certains Rwandais vivant chez nous en toute impunité d'être des génocidaires. Après avoir recueilli de très nombreux témoignages de rescapés, mais aussi d'exécutants de ces tueries sur place et en Belgique, Marianne Claric pose cette question. Les génocidaires rwandais sont-ils parmi nous? Attention, les premières images de ce reportage sont très dures. Au Rwanda, d'avril à juillet 1994, près d'1 million de Tutsis et de Hutus modérés ont été massacrés. Les 3/4 de la minorité Tutsi a été exterminée dans ce génocide. 14 ans plus tard, le cauchemar des survivants n'est pas encore fini. Des génocidaires se sont réfugiés partout en Europe et surtout en Belgique, l'ancienne puissance coloniale. Dans la débâcle, victimes et bourreaux se sont retrouvés ensemble. Arrivé en Belgique, on va demander l'asile. Il y a des génocidaires qui sont là, leurs enfants et tout, qu'on reconnaisse, qu'ils nous reconnaissent. Visage caché. Certains rescapés n'osent pas parler à visage découvert de peur de représailles. Ils nous disent que les génocidaires sont partout. Dans le métro, dans les gares, dans les rues, dans les cafés. 14 ans après le génocide du Rwanda, des dizaines de tueurs présumés vivraient tranquillement en Belgique. Alors partout, les rescapés les croisent. Ils ont survécu au massacre, mais chez nous, ils vivent toujours dans la peur. Vous passez, ils vous voient, ils vous reconnaissent. Et directement, ils vous insultent dans le langage rwandais. Verbalement, on nous agresse tout le temps. Tout le temps. C'est en fait les slogans qu'ils utilisaient pendant le génocide. C'est chaque fois, le travail n'a pas été terminé, cafard, serpent. Le travail, c'est leur travail de tuer, ça a toujours été comme ça. Le travail, ça veut dire tuer des Tutsis. Ils te voient, ils te demandent, vous êtes toujours là, vous êtes toujours vivant. Donc pour les génocidaires, les Tutsis ne peuvent pas vivre, si vous voulez. Je me dis, tiens, est-ce que la Belgique sait à qui il a affaire? Ces rescapés réfugiés chez nous ont tous perdu l'essentiel de leur famille dans le génocide. Grands-parents, parents, enfants, frères et sœurs, oncles et tantes, cousins, tous ont disparu. Aujourd'hui en Belgique, ils continuent d'être menacés, harcelés par les exécutants ou les complices des tueries dont certains n'ont jamais été inquiétés par la justice. Combien sont-ils? Impossible à dire. Nous avons pisté 4 personnes que l'on dit impliquées dans le génocide. Elles sont présumées innocentes. Elles n'ont pas été condamnées, parfois même pas poursuivies.
Bruxelles, les rescapés m'ont parlé d'un homme qui se faisait appeler Camarade. Drôle de nom pour quelqu'un qu'on accuse d'avoir tué. On dit qu'il a participé au massacre, qu'il y était parmi les Interamwe, les milices génocidaires. Ils ne connaissent pas son adresse, mais ils disent qu'on le trouve dans les cafés. Effectivement, je tombe sur lui. Mais l'homme n'aime pas la caméra. 2 images volées de Camarade, c'est tout. Je ne le reverrai pas. On le sait qu'il a tué parce qu'il y a les gens, les rescapés, tous ceux qui sont ici, qui ne peuvent pas oser de parler. Les voisins. Qui l'ont vu. Qui l'ont vu. Je sais qu'il a tué aussi quelqu'un de ma famille, de la famille de mon mari. Il a vu mon fils aîné, il dit, ils ont demandé, vous êtes qui Hutu ou Tutsi. Après, il dit, toi, quand je vois, le jour que tu seras là, je te tuerai. À Bruxelles, je ne trouve pas d'autres témoins contre Camarade. L'homme fait peur. On me dit qu'il menace régulièrement, qu'il se vante d'avoir tué des Tutsis. L'accusation est grave. Nous allons au Rwanda pour poursuivre l'enquête. Voici le quartier de Kigali où Camarade vivait. Camarade n'a pas de dossier auprès de la justice rwandaise, faute de plainte. Mais ici, les rescapés se souviennent très bien de ce milicien. Je dois beaucoup insister pour les faire parler. Au Rwanda, il arrive encore que des témoins soient assassinés. Et Camarade, il habitait où? Il habitait ici, juste sur la maison. Cette maison-là? Ouais. Et donc Camarade, il circulait dans le quartier? Il circulait partout. Partout, il circulait avec une arme, avec des tenues militaires. Tout le monde l'a vu. C'est qu'il l'a vu. Vraiment, il était en tenue militaire avec une arme. Et vous l'avez vu aussi? Oui, je l'avais vu. Pendant presque 3 fois. La première fois, je l'ai vu, il était devant la porte. La deuxième fois, il était sur la barrière qui était à côté d'ici. Quand la guerre a commencé, je me suis caché dans cette maison. C'est un Hutu qui m'a caché. Il me demandait de rester dans la chambre. Mais parfois, quand Camarade venait le voir, je m'arrangeais pour aller aux toilettes et j'apercevais Camarade par la porte. J'entendais ce qu'il disait. Je l'ai vu. Il était armé. Il était en tenue militaire. J'entendais ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait qu'il venait d'une barrière, de l'église Saint-Paul, qu'il avait tué des Tutsis à Sainte-Famille et à Saint-Paul, et il se vantait de ce qu'il venait de faire. Moi j'avais peur, parce qu'il pouvait me tuer aussi. Avant le génocide, même je le voyais en compagnie d'autres leaders des Interamwe dans la ville de Kigali, dont le président Kajuga, le fait Léon Abandi et les autres. Donc vous voyez Camarade avec les Interamwe? Je le voyais toujours en compagnie des autres Interamwe. Il était partout là où on tuait, sans problème. Il était partout là où on voulait, on pillait. Il était là. Ouais. Il vient avec beaucoup des autres Interamwe. Il rentrait chez le vieux là. Il commençait à agresser les gens avec le fusil, les machettes. Il commence à dire, tu nous donnes les enfants de sinon on vous tuer aussi. C'est un génocidaire? Oui. Au parquet général de Kigali, une équipe s'est spécialisée dans la traque des génocidaires en fuite. Les fugitifs sont localisés partout dans le monde. Cet homme les recherche inlassablement. Il n'a pas de dossier pour Camarade, mais il n'est pas étonné d'entendre qu'il est en Belgique. Ils vivent tranquillement à Bruxelles et dans d'autres villes. Ils bénéficient de l'aide sociale du gouvernement belge. Ils ne sont pas ennuyés par la justice. Ils ne sont pas poursuivis. Rien ne se passe. Bien sûr, nous savons que les autorités belges ont poursuivi un certain nombre de génocidaires et que plusieurs ont été jugés, mais il y a trop de lenteur. Selon le parquet de Kigali, des centaines de tueurs présumés seraient en Belgique. Mais Camarade ne sera pas inquiété.
Il n'est pas recherché par Interpol, il n'était qu'un simple exécutant comme des milliers d'autres que la justice rwandaise n'a pas les moyens de poursuivre. Il est inconnu de la justice belge. À Bruxelles, les rescapés parlent d'un autre homme qui, selon certains témoins, serait impliqué dans le génocide. C'est un pasteur évangéliste. Il a des Suisses au-dessus. Ouais, au-dessus. Ah, d'accord. Alors on y va. Un dimanche, nous allons dans son église. On nous accueille sans problème. Et voici le pasteur Joseph Nzanzoruimo. Il n'a pas peur de s'exprimer. Nzanzoruimo s'est réfugié en Belgique. Au Rwanda, pendant le génocide, il était le représentant officiel de l'église pentecôtiste. C'était un homme respecté. Je lui demande pourquoi il a fui le Rwanda. Personnellement, je dirais que aucune accusation qu'on m'a accusé. Alors, quand je vis que quand même ma sécurité était menacée, je dis quitter le pays. C'était juste au mois d'août. En quelle année 94. Ah oui. 94. Pourquoi le pasteur Nzanzoruimo a-t-il fui? Retour au Rwanda, à Gisozi, dans la banlieue de Kigali, là où il travaillait. Justement, nous tombons sur un gacaca, un tribunal traditionnel. 14 ans après les faits, on y juge toujours des génocidaires. Ce sont ces inculpés en tenue rose. Je demande l'autorisation d'interroger les personnes présentes. Je demande qui connaît le pasteur. Les inculpés n'ont rien à dire, mais dans l'assemblée, une femme prend la parole. Il n'a rien fait de mal. Vous n'avez rien entendu de tel? Non, absolument rien, on n'a rien entendu. Un pasteur au-dessus de tout soupçon, vraiment, je vais trouver un tout autre témoignage dans la prison centrale de Kigali. Des centaines de génocidaires y sont encore détenus. Parmi eux, beaucoup sont en attente de jugement et ils plaident coupables. Du coup, ils disent tout ce qu'ils savent, y compris sur leurs complices. Cet homme était responsable du recrutement pendant le génocide. Il connaissait très bien le pasteur Nzanzoruimo. Il a participé à beaucoup de réunions de miliciens. Dans les réunions qu'on a fait chez Kabuga, il y était. Et je l'ai vu aussi sur certaines barrières. Et il était parmi les miliciens. Il était parmi les gens qui disaient aux jeunes de l'église pentecôtiste qu'ils devaient participer au génocide. Et ils devaient montrer leur carte de milicien. Il était un grand responsable des Interahamwe et il mobilisait les jeunes. Ainsi, ce gentil pasteur qui nous accueille dans son église bruxelloise aurait été un collaborateur zélé pendant le génocide. Sa version est toute différente. Aucun homme d'église qui a soutenu le massacre, aucun homme d'église qui a soutenu la tuerie. Nous l'avons toujours condamné et même aujourd'hui, nous le condamnons. J'ai vu Joseph Nzanzoruimo avec le colonel Akizimana. Il donnait des armes dans le secteur que je dirigeais. Il mobilisait des jeunes gens. Je le connais très bien. Il distribuait des armes dans mon secteur. On était réfugiés à l'école, au groupe scolaire de Gihundwe. C'est une école secondaire construite, dépendante de l'autorité de l'église de Pentecôte au Rwanda, à l'époque présidée par le pasteur Nzanzoruimo Joseph. Une fois, le pasteur Nzanzoruimo Joseph arrive, accompagné du directeur de l'école, pasteur Remesha Siméon, accompagné du préfet Emmanuel, préfet de à l'époque, qui se trouve en Belgique aussi. Et ils nous ont sortis des dortoirs et ils nous ont dit qu'il fallait s'attendre à être évacué un jour vers le stade de Kamarampaka de Cyangugu, où étaient rassemblés les autres réfugiés. Mais quitter la cachette, c'est risquer la mort. Effectivement, dans le convoi qui le conduit au stade, au premier barrage,
Théodore est pris par les miliciens. On a commencé à me frapper au dos, etc., etc. Des coups de massue sur mon dos, etc., etc. Jusqu'au moment où il y a eu des coups de machette sur ma tête. Des coups de machette. Je suis tombé dans l'inconscience. Je pense qu'ils m'ont pris pour mort. Vous avez pu protéger des Tutsis ou des Hutus? Ah oui, oui. Il le dit? Qu'il a sauvé des Tutsis. Ah, peut-être. Je suis sûr qu'apparemment aussi les grands tueurs ont sauvé au moins une personne ou deux, parce qu'au Rwanda, on connaît ces expériences. Je ne sais pas, moi, je ne connais pas les gens qui l'ont sauvé, mais s'il y en a, en tout cas, c'est pas mon cas. Est-ce qu'il a sauvé ou protégé des Tutsis? Je pense que c'est impossible. Parce que dans les réunions qu'on organisait, il était là. Et dans ces réunions, c'était pas pour sauver les gens, c'était pour tuer les Tutsis. Je considère le pasteur Sandrugwimo Joseph comme collaborateur des autorités, le préfet. Et vous savez que les autorités ont joué un rôle de première main pendant le génocide. Pour vous, pasteur Nzanzu-Wimo, c'est un génocidaire? Il est génocidaire. Nous étions ensemble dans toutes les réunions. Joseph Nzanzu-Wimo est lui aussi inconnu de la justice belge. Il n'y a pas eu de plainte à son encontre, il n'est pas recherché.